une œuvre particulière. Ça a été Jouando, qui est l'auteur creusois qui a donné son titre à ces journées, Journée des Chaminadours. Ça a été Michon, ça a été Julien Gracq, je crois qu'on a eu Jean Echnoz aussi maintenant, cette dernière année, en septembre. Mais quand j'étais à Guéret en 2007, j'avais l'impression de ne pas vraiment avoir pouvoir renchérir sur les déclarations que j'avais faites en 2001 sur le pathos de l'écrivain. Et j'ai voulu faire un espèce de petit laboratoire de traduction, une sorte de casuistique des problèmes d'interprétation rencontrés en traduisant les vies minuscules, en disant bien que l'interprétation du texte original n'est qu'un moment de la traduction. Il y a le moment de la lecture, qui est celle de tout lecteur. Il y a le moment où on cherche à se pénétrer de toutes les références, qui est le deuxième moment. Et il y a le moment de la réécriture, le moment crucial évidemment pour un traducteur, qui reste, comme je l'avais déjà dit au début de ce petit baratin, ce moment de la réécriture reste obscur au, au lectorat français, à moins de faire un cours accéléré de néerlandais. Mais donc j'ai parlé d'un certain nombre de problèmes rencontrés en traduisant Vie minuscule sur base des notes que j'avais prises quand j'ai été rendre visite à Pierre en 2000 au CAR, où il a eu la gentillesse de m'accueillir et de passer 2 longues journées comme 2 fourmis qui traversaient le texte pour y relever tout ce qui pouvait former problème, faire obstacle. Et c'était très amusant parce que certains des problèmes que je croyais avoir résolus en 2000, pendant la petite conférence de 2007 où Michon était présente, se révélaient être de faux problèmes et, par exemple, l'expression faucher à contre-pente que le père Peluchet, auquel ça donne le père Peluchet, dans la fureur du départ de son fils, il se révélait être la bonne façon de faucher. Et Pierre admettait qu'il avait été séduit par la suggestion de cette expression campagnarde, mais qu'en réalité, faucher à contre-pente, ce n'est pas du tout une façon fausse de faucher, au contraire. Et ça nous a fait bien rire de se rendre compte pendant cette conférence qu'il y avait des choses que Pierre avait... il y avait des libertés que Pierre avait prises avec le lexique. C'est d'ailleurs une des choses qui transparaît dans tous les commentaires que Pierre a pu me donner dans le passé, c'est de prendre des libertés avec le lexique. S'il y a une chose qu'il a vraiment communiqué à répétition, c'est que je devais partir de la musique de ma langue pour faire les choix, pour chercher des solutions de langage. Donc je me souviens littéralement de lettres où il disait « Tu peux prendre des libertés avec ta langue pour rendre cette idée. Pour moi, le rythme, le son est premier. » Des choses comme ça aident évidemment énormément le traducteur qui peut se sentir autorisé à faire ce qu'il n'aurait pu oser faire sans ce soutien moral autant que technique. Et cette deuxième conférence, je l'avais intitulée La beauté difficile, en prenant appui sur deux
deux adages de compatriotes. Le premier étant Erasme, qui a fait un best-seller à l'époque, au XVIIe ou même XVIe siècle, avec ses adages, justement. Et l'adage en question était Difficilia que pulchra. Difficilia que pulchra voulant dire, littéralement traduit, difficile ce qui est beau. Tout ce qui est beau et difficile serait une façon plus libre de traduire, d'exprimer ça. Donc c'est une façon de d'énoncer que la difficulté est une condition nécessaire, mais non suffisante de la beauté. Ça ne veut pas dire que tout ce qui est difficile est beau. Et moi, ça m'avait tout de suite semblé traduire d'une façon très juste mes expériences de traducteur de Michon, puisque les deux choses qui m'ont le plus frappé dans ce projet, c'est justement la formidable difficulté de sa prose, ce dont tout lecteur, même français, se rend compte dès l'abord, et aussi la formidable beauté, pour peu qu'on se laisse happer par cette langue extrêmement tenue et charpentée. Le deuxième adage que j'avais utilisé pour introduire mon petit lexique de problèmes, c'était la fameuse dernière phrase de l'éthique de Spinoza, sed omnia praeclara tam difficilia quam rara sunt. Mais tout ce qui est excellent est aussi difficile que rare. Et j'avais relevé avec une certaine méchanceté bien typique que cette phrase avait été traduite, citée par Pascal Quignard dans ses petits traités, non sans une grossière erreur de traduction, là où il avait traduit préclarus par difficile. Mais bon, je garde un souvenir assez lumineux de cette matinée à Guéret, où on avait fini par beaucoup rire, et où j'avais été, je me souviens notamment d'une dame du public qui avait réagi en disant que les joueurs d'échecs dans la vie des frères Bacraut et le pion qui était le joueur d'échecs et le pion qui était le précepteur des écoliers qui devaient faire leurs devoirs, étaient évidemment liés, ces joueurs d'échecs et ce pion, par un lien de polysémie, et que donc on était autorisé à toujours chercher plus loin dans le texte des septièmes sens qu'on n'y avait pas décelés au premier abord. La dernière occasion que j'ai eue de parler de Michon, de mon rapport à l'œuvre de Michon, c'est il y a quelques mois à Cerisy que j'ai pu le faire. On avait annoncé un après-midi portant sur le sort qu'on a fait à l'œuvre de Michon à l'étranger. Malheureusement, le Paul de Sinetti, qui allait venir parler des aventures éditoriales de Michon hors son contexte premier, la France, n'a pas pu venir, et l'après-midi, la table ronde sur la traduction a été finalement assez maigre, puisque c'est Arina Istratova et moi qui avons pris la parole. J'avais intitulé ma petite contribution l'expatriation littéraire. J'avais en fait essayé dans cette réflexion de